Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 2 juin 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés pour un point complet. Alors hier, Wall Street a quand même clôturé en ordre dispersé, les gains des secteurs des finances et de l'énergie ayant quand même compensé le recul des valeurs de la santé, alors que les investisseurs, eux, ont continué de guetter les signes d'un rebond de l'économie et la tendance de l'inflation avec les derniers indicateurs. Alors, le secteur financier du S&P 500 a atteint quand même un record, tandis que la croissance attendue de la demande en carburant a porté les prix du pétrole vers de nouveaux plus hauts et alimenté aussi la hausse du secteur de l'énergie. Enfin, les données publiées mardi montrent que l'activité manufacturière aux États-Unis a accéléré en mai, sous l'effet de la forte demande ayant accompagné la réouverture de l'économie. Néanmoins, les investisseurs, eux, restent préoccupés par la hausse de l'inflation et le possible impact de celle-ci sur les cours boursiers. Cependant, les marchés avaient quand même fait fi de données sur l'inflation en avril la semaine dernière, après, encore une fois, les propos rassurants de certains responsables de la Réserve fédérale sur le maintien d'une politique ultra accommodante de la Banque centrale. Enfin, une nouvelle vague de données économiques est attendue cette semaine avec en point culminant, je dirais, le fameux rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis, le NFP. Donc ça, ce sera le prochain catalyseur à surveiller cette semaine. En Europe, les bourses européennes restent quand même orientées à la hausse. Elles tentent de prolonger la dynamique haussière des derniers jours, même si, comme je vous le disais, le thème de l'inflation et les politiques des banques centrales restent des éléments, je dirais, d'incertitude. Mais l'accélération de la croissance de l'activité manufacturière aux États-Unis et aussi en Europe, comme on a pu le voir avec les PMI en zone euro et en Chine le mois dernier, a porté les actions mondiales à des niveaux records mardi. Et maintenant, le marché semble se stabiliser dans l'attente, comme je vous le disais, des données sur l'emploi pour obtenir une vision plus claire de l'état du marché du travail et des indices sur la future aussi stratégie de la Réserve fédérale. Côté macro, ici nous avons l'indice Bloomberg des matières premières, donc des commodities, et hier, dopé en plus par les prix du pétrole, l'indice a atteint son plus haut niveau depuis près de 6 ans. Effectivement, on assiste à une flambée sur l'ensemble des matières premières, que ce soit le pétrole, le bois de construction, l'étain, le cuivre. Bref, on assiste véritablement à un puissant rallye alimenté entre autres par la faiblesse du dollar et aussi les perspectives de fortes reprises économiques et notamment en Chine. Toutefois, maintenant, la question est de savoir si cette hausse sans précédent et d'une ampleur mondiale va durer. Car effectivement, si on continue sur cette lancée, ça pourrait commencer à pénaliser certains fabricants, des entreprises et aussi les ménages. Puisque derrière cette hausse, on a quand même des entreprises et des fabricants qui commencent à en acheter trop. On a en fait en raison de pénuries de matières premières, on assiste dans les semi-conducteurs, à des pénuries de matières premières. Et cette poussée des coûts, en fait, est en passe, en tout cas, d'atteindre le consommateur aux États-Unis, alors que justement, l'inflation, elle, a accéléré en mars. Donc, quand même, il faut garder un œil sur ce graphique et suivre attentivement l'évolution des matières premières, car si elles s'accélèrent trop rapidement, ça risque de peser en tout cas à la fois sur les consommateurs, mais aussi sur les entreprises. Ici, nous avons l'indice SKEW de la volatilité sur le CBOE. Alors, l'indice SKEW, moins connu que le VIX, mesure en fait le risque potentiel des marchés financiers au cours des 30 prochains jours. Et en fait, lorsque l'indice SKEW accélère sur des niveaux quand même assez élevés, cela suppose
qu'il est potentiellement envisageable qu'une correction de marché se produise. Et effectivement, l'indice Q évolue sur des niveaux records. On a franchi la barre des 155. Et donc, généralement, cet indice est compris entre 115 et 140. Et plus la valeur est élevée, plus le risque d'une correction est grand. Donc là, derrière, reste à savoir, étant donné qu'on a aussi des indices qui sont quand même assez perchés, une correction après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de hausse serait plutôt saine et légitime. Et donc, cet indicateur avancé, peut-être, nous indique potentiellement qu'une correction, je ne parle pas d'un retournement de marché, mais qu'une correction de marché pourrait se mettre en place peut-être dans les prochains jours, voire les prochains mois, étant donné qu'on a quand même atteint un niveau record, enfin je dirais pas record, mais un des plus hauts niveaux depuis, voilà, la dernière fois qu'on avait atteint ce niveau, c'était en 2018, et après c'était en 2017 et 2016. Donc pareil, un indicateur en tout cas avancé à surveiller, qui pourrait, si on commence en plus à arriver sur des gros niveaux techniques clés sur les indices, eh bien, on pourrait tout simplement avoir une prise de bénéfices sur l'ensemble des indices après la récente envolée. Pour terminer la partie macro, ici c'est un graphique assez pertinent, surtout si vous êtes un investisseur, je dirais plutôt de long terme. C'est vrai que si vous êtes un trader, intraday, même swing, vous n'êtes pas tellement concerné par cette théorie, mais on entend souvent sell in May and go away, vendez vos actions en mai et revenez plus tard, généralement à partir de septembre. Et ici, ce sont des données qui ont été compilées et backtestées sur plusieurs années, montrant que finalement, eh bien, vendre en mai et revenir plus tard n'est pas si intéressant que cela, surtout si vous faites ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, du buy and hold, tout simplement, ou du trend following, et que vous gardez des actions très longtemps dans votre portefeuille. C'est vrai que, comme je vous le disais, si vous faites du trading, swing ou intraday, forcément, vos positions, vous les gardez soit de quelques jours à quelques semaines. Mais ici, pour un investisseur vraiment de très long terme, eh bien, on se rend compte que malgré les phases de correction qu'on a pu avoir en mai, même si ce ne fut pas le cas en tout cas pour cette année, mais par le passé, on constate quand même que les investisseurs ont tendance à prendre leurs bénéfices en mai et à revenir plus tard sur les marchés, eh bien, force est de constater que les investisseurs qui restent investis, en tout cas sur le S&P 500 et les autres, ceux qui décident de s'alléger pour revenir plus tard pour le marché, eh bien, le marché donne encore une fois raison à celles et ceux qui sont restés dans le train jusqu'au bout. Et effectivement, on voit qu'il y a quand même un écart entre celles et ceux qui gardent leurs actions et qui ne vendent pas durant certaines phases de marché, certaines périodes, et au contraire, ceux qui préfèrent s'alléger, pensant qu'il est plus judicieux de revenir plus tard sur le marché. Finalement, on se rend compte qu'il vaut mieux rester investi tout au long de l'année, car les gains parlent d'eux-mêmes et on réalise une performance bien meilleure. Côté graphique maintenant, petit point sur le CAC 40, mais il ne se passe pas grand-chose. Je m'attends à une séance assez calme, à vrai dire, sur l'ensemble des marchés, que ce soit les forex, indices, matières premières. Avant le NFP, j'ai du mal à me dire que les marchés vont poursuivre ce rallye haussier, mais pourquoi pas, en tout cas, essayer de grappiller, monter un peu en crabologie, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Mon objectif reste cette fameuse borne haute de canal haussier. Du moins, on n'a qu'un seul point de contact, mais là, ça ferait le deuxième point de contact via la borne haute. Pour rappel, ça reste quand même une résistance clé, selon moi. Voilà, la résistance qui a été travaillée ici, c'est une résistance mensuelle, voire hebdomadaire, durant toute la phase de 2000, même si on a eu des excès haussiers ici avec des bull traps finalement en réintégration. Donc on est quand même sur un gros niveau si on prend les mèches. Voilà, pour moi, c'est les 6575 points, 6600 points. C'est ma zone hebdomadaire, ma zone mensuelle que je surveille pour éventuellement commencer à réfléchir sur des stratégies short sur l'indice. Mais pour l'instant,
On monte doucement mais sûrement en crabologie, on tente de grappiller quelques points et j'attendrai ce fameux niveau, voilà, 6575, 6600, avec potentiellement un chandelier de retournement pour tenter d'amorcer un mouvement correctif. Pour l'heure, les acheteurs gardent la main, tout simplement. Le flux est haussier, qu'on se mette en données 4 heures en daily ou en horaire. On est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, une dynamique haussière. La Tenkan qui soutient les prix. Pour l'instant, je ne vois pas, même en données à plus court terme, des éléments qui pourraient m'indiquer un repli de l'indice. Donc, je préfère rester haussier dans l'attente justement du fameux NFP ce vendredi, qui devrait donner un peu plus de visibilité aux investisseurs. Mais bon, cette sortie de range, pareil, comme je vous le disais hier, si on reporte l'objectif théorique, en tout cas plaide pour une poursuite de la hausse vers ma fameuse zone des 6575-6600 points. Concernant le DAX maintenant. Le DAX, pareil, gros niveau qui m'intéresse en mensuel sur le DAX. Alors, je ne l'ai pas enregistré. Pour moi, on a potentiellement une borne haute de canal. Est-ce que je suis en échelle? Très bien, linéaire. Voilà, juste ici, si je prends la mèche, on a une mèche qui a été faite juste là et que je reporte la borne opposée. Ça nous fait quand même parfait. Là, les deux points de contact. Ici, on a fait de l'excès avec de la mèche. Mais si j'enlève Ishimoku, effectivement, premier point de contact ici. Là, on a la mèche qui a été faite en 2015. Et pareil, on tente, vous voyez, de s'approcher de la borne haute. Donc, ça constitue pour moi un gros niveau. Voilà, très clairement, c'est un canal haussier de très long terme. Les prix sont relativement éloignés de la Tenkan en mensuel. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut continuer d'accélérer. Si je me mets en hebdomadaire, voilà, c'est un peu plus propre. Donc, pourquoi pas aller chercher les 15 780 avant finalement de commencer une correction un peu plus importante. Pour l'instant, il est encore trop tôt. Là, on a un début de divergence qui est en train de se former. Effectivement, si on arrive à monter un peu plus, eh bien, on aurait une toute petite divergence sur la borne haute. Voilà, vous voyez juste ici, qui sera en train de se former sur la borne haute de notre canal haussier de long terme. Et donc, voilà pourquoi je surveille en extension si tous les indices arrivent à rallier leur borne haute de canal, que ce soit le CAC ou le DAX, eh bien, commencer à anticiper, comme sur le CAC, potentiellement une stratégie vendeuse vers les 15 700, pourquoi pas 15 780, c'est vrai qu'avec un stop, si on est sur un mouvement swing, le ratio risque-récompense est quand même assez élevé si on échoue sur cette zone-là. Donc avec un stop un peu plus haut vers les 15 900, ça peut quand même offrir un beau ratio pour un trade en swing. Et pour l'instant, si on affine encore un peu, en données daily, on se rend compte tout simplement, alors on est quasiment venu chercher la borne, l'oblique haute. Je vais dézoomer, parfait. Et donc, il manque pas grand-chose. Voilà, pour moi, c'est la zone à surveiller, 15 755. Allez, pourquoi pas en excès 15 800. C'est vraiment une zone de prix. Pour l'heure, trop tôt pour parler de signaux baissiers. On n'a toujours pas de changement de retournement ou quoi que ce soit. Juste des droites qui nous indiquent que le marché risque de ralentir à l'approche de ces gros niveaux clés, que ce soit sur le CAC ou le DAX. Donc, pour ma part, je surveille en extension les 15 745, 15 800 pour commencer à tenter d'amorcer un mouvement correctif pour d'une part aller chercher les 15 195 et pourquoi pas un peu plus bas si on arrive à avoir un swing prometteur. Le Dow Jones, toujours dans son range. La bougie d'hier n'est pas très belle. C'est vrai qu'elle nous fait quand même penser à cette bougie qu'on avait eue ici en étoile filante. Là, on n'est quasiment pas vraiment en étoile filante. Il me semble que c'est un doji pierre tombale, si je ne dis pas de bêtises.
Bref, on sent que les vendeurs sont présents sur la borne haute. Difficile d'inscrire un nouveau record à quelques séances du fameux NFP. Je verrais plus un marché léthargique, on va dire, assez calme dans les prochaines heures, prochaines séances, en attente du fameux NFP. Pour moi, on est toujours dans un range. Vous voyez qu'on fait des petites séances, on monte quand même assez timidement. Le niveau clé, ça reste la borne haute. Bien évidemment, une cassure de ce niveau conduirait, je pense, à une nouvelle accélération pour aller chercher, pourquoi pas, les 35 500 points. Par contre, c'est vrai que la séance d'hier invite à la prudence, encore trop tôt pour confirmer que c'est un chantier de retournement, mais effectivement, on sent que les vendeurs sont présents et qu'on n'a pas envie d'aller plus haut, en tout cas, dans l'attente des données économiques à venir. À surveiller en tout cas, plutôt dans une phase de range, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur l'indice. Si on regarde le futur, si je veux bien me le donner, micro. Pas beaucoup d'informations. Pareil, c'est vrai que ça coince un peu. On a la même chose. On n'a pas eu. La bougie n'est pas aussi parlante, je trouve, sur le futur. La clôture des futurs n'est pas aussi parlante que sur le cash. Je trouve autant que sur le cash, on a quand même eu un doji pierre tombale. Mais on est sur ce haut de range. Donc, aller chercher la borne haute, c'est déjà rallié. Changer de retournement, c'est un peu trop tôt pour anticiper une nouvelle rotation des prix, donc plutôt neutre sur l'indice. On a atteint un niveau clé. Je verrais bien une stabilisation et puis avoir, comme je vous le disais vendredi, si cassure des anciens plus hauts, dans ce cas-là, pourquoi pas. J'anticipe en tout cas une nouvelle jambe de hausse pour aller chercher 35 200, voire 35 300. Donc, on fera le point vendredi. Concernant le Forex, on va s'intéresser à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui tente finalement de sortir de son biseau, qui a envie de prendre une direction assez claire et d'enfoncer son support, donc à confirmer en clôture, selon moi. On est sur une grosse zone, juste ici de prix. Voilà, donc on est pile poil dessus. J'ai mis 1,2180, mais c'est une zone de prix. Hein, si on prend les mèches, on voit très clairement ici, pour moi c'est 1,2180, 1,2170. On tente d'amorcer quelque chose. Donc, trop tôt pour parler d'un repli de marché. Et d'accord pour dire on est en train de casser la borne basse, mais j'attendrai quand même une clôture. Pour me dire qu'on peut aller chercher la Kijun, tout simplement parce que pour l'instant on est encore sur le niveau de support. Il n'est pas enfoncé, on le travaille. Et derrière, si on affine, je me dis que le marché pourrait être un peu fourbe et partir dans un range. Un range en données 4 heures. Un peu ici, c'est vrai que on pourrait très bien partir dans un range comme cela. Histoire de piéger un peu les vendeurs qui vont vendre. Et là, me dire que finalement, on est dans un range. Donc, je me méfie un peu sur l'euro. J'étais quand même plutôt haussier. Pour moi, c'est trop tôt pour affirmer la cassure. Et je n'exclus pas un range. Finalement, on voit bien en daily, je trouve. Si je retire tout, voilà, juste ici. Je vais enlever ma zone et retracer ce range en daily. Si on prend les mèches, tac. Voilà. Finalement, pourquoi pas avoir une grosse phase de consolidation comme ici, avec justement sous la zone du support des 1,2170. Donc, trop tôt pour moi, on est donc quand même dans une belle dynamique haussière sur l'euro-dollar, à voir aussi avec les données du NFP vendredi, mais
je ne passerai pas vendeur, en tout cas maintenant sur l'euro-dollar. Et bien au contraire, j'attendrai l'évolution et de me dire si ça remonte, si on tient le support, ce serait peut-être même un signal haussier. Et derrière, si on sort par le haut de ce range, par contre, c'est direction mon objectif pour aller chercher les 1,2350. Donc pas de précipitation sur l'euro-dollar pour l'instant, car on teste ce fameux support. Donc il est trop tôt, selon moi, pour se positionner à la vente. Le GBP USD, dans son biseau, une belle dynamique haussière sur la livre sterling face au dollar. Pour l'instant, les acheteurs se montrent plutôt présents. On a quand même atteint un gros niveau ici, les 1,4250. Pourquoi pas avoir une phase de stabilisation? En tout cas, je ne remarque pas de signaux qui pourraient nous indiquer un essoufflement du marché, éventuellement l'avalement ici, mais on est plutôt dans un biseau selon moi. La sortie de range ici, avec même une ETE inversée, elle n'est pas très belle. Je ne vais pas la compter parce que c'est plus un double creux. Ici, c'est tête, double tête, même si certains y verront une belle tête, une deuxième épaule. On a quand même ici on n'a pas une belle tête, elle est un peu coupée en deux cette tête, donc je ne vais pas la considérer comme une ETI, mais plutôt constater qu'on évolue dans un biseau ici et que pour l'instant, pas grand-chose à faire. Assez neutre sur cette paire, on se stabilise, il n'y a pas beaucoup d'action quand même sur le Forex, je trouve. Les marchés sont assez calmes. Éventuellement la cassure des 1,4090 pour aller chercher les 1,39. Voilà, la sortie du biseau. Mais je reste plutôt haussier sur cette paire. Donc pareil, elle devrait logiquement pas mal fluctuer avec le NFP vendredi. AUD, pardon, USD, qui est quand même un peu plus intéressant selon moi. On peut mettre en place déjà quelques plans. D'une part, on se rend compte que on est sur un gros niveau en hebdomadaire. Juste ici, on va zoomer. Voilà. Donc on travaille un peu on l'a un peu enfoncé quand même. C'est une zone de prix, mais j'ai tout de même l'impression que le marché évolue en dessous. Juste ici, on a un gros niveau de prix en mensuel, hebdomadaire. Là, on est juste en dessous. La Kijun qui vient soutenir les prix. Et certains y verront potentiellement une épaule, tête-épaule. Donc là, pour moi, c'est encore un peu tôt. On est sur un gros niveau de prix. En tout cas, qu'on travaille depuis pas mal de temps en hebdomadaire. On essaye de passer au-dessus, en dessous. Bref, on est sur un gros niveau aux alentours des 0,7740. Si on affine maintenant en données journalières, voilà, on a un peu ce qu'on appelle une épaule tête-épaule dans une épaule tête-épaule. Je vais cacher Ishimoku, voilà, parce que c'est vrai que ça alourdit le graphique et là on a besoin que ce soit un peu clair. Alors certains d'entre vous y verront une épaule, tête, épaule qui est en train de se construire. C'est vrai que l'épaule est un peu hachée, enfin, même la première et la deuxième n'est pas très propre. En tout cas, je constate qu'on a un gros niveau de support juste en dessous. Et derrière, qu'on pourrait former une deuxième épaule, tête, grosse deuxième épaule si on enfonce ce support et qu'on vient rallier la ligne de coup juste ici. Pour l'instant, je suis plutôt neutre. Par contre, si on enfonce ce support des 0,77, on repasserait sous la Kijun hebdomadaire. Et donc, pourquoi pas amorcer un repli pour aller chercher ce niveau-là. Pour l'instant, encore trop tôt, à surveiller la cassure de ce niveau pour aller chercher le prochain support des 0,7590. Donc pareil, un petit trade swing qui potentiellement pourrait nous amener à une structure graphique de plus grande ampleur si on valide cette épaule tête-épaule. Et en données 4 heures, ouais, elle est pas, ça fait un peu, on pourrait appeler une épaule tête-épaule complexe. Là, très clairement, on pourrait la mettre dans un bouquin d'analyse technique et elle rentrerait dans la catégorie des épaules tête-épaule complexes avec un peu ces doubles épaules derrière. C'est vraiment des figures que
j'affectionne pas spécialement, mais ça fait partie du jeu quand on pratique l'analyse technique. Donc, pour ma part, c'est ce support-là qu'il faudra surveiller pour devrait permettre en tout cas un mouvement correctif. Le gold maintenant. Je vais remettre l'Ichimoku, affiché. Hop. Le gold qui poursuit son ascension. On a eu un léger repli hier avec la hausse des rendements et la faiblesse du dollar, enfin du moins la faiblesse, le dollar qui a progressé face à l'euro. Mais ça reste haussier, un retour sur les 1883, voilà, ça ne me semblerait pas, en tout cas, ce ne serait pas délirant. On a quand même fait une belle hausse, donc un repli pour se stabiliser. Le gros niveau, c'est vrai qu'hier, le marché s'est un peu emballé, pas hier, lundi, en l'absence de Wall Street, en tentant de franchir les 1905. Généralement, les bourses européennes ont du mal à franchir des gros niveaux en l'absence de la locomotive américaine. Donc, derrière, invalidé. Pourquoi pas avoir une phase de stabilisation? Vendre le gold, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire en ce moment. Alors, pourquoi pas sur des unités de temps plus courtes, mais à long terme, ça reste quand même assez haussier et on pourrait consolider dans un range ici sur le gold. Donc pourquoi pas attendre un repli sur les 1883 pour essayer de reprendre la dynamique haussière. Mais à moyen long terme, je surveille aussi pourquoi pas une cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance. Mais c'est aussi pour l'instant, donc aucune raison d'être baissier. Des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, soutenu magnifiquement par la moyenne mobile 50. Donc, je reste quand même haussier sur le métal jaune et je surveille surtout la cassure, comme je vous le disais, des 1905 pour accompagner le flux acheteur en direction des 1960. L'argent, c'est la même chose. Finalement, on n'a pas encore break. On n'a pas encore break les 28,50. On est sorti du triangle, encore une fois. Pour ma part, c'est déjà un bon point, mais j'aime pas ces mèches qu'on nous fait à chaque fois sur ce niveau. Donc, pour pas qu'on rentre dans une fausse cassure, comme je vous le disais, le niveau que je surveille sur le gold, sur l'argent métal, c'est les 23,50. Très clairement, une belle clôture daily avec une belle bougie flux ou hebdomadaire au-dessus de ce niveau, eh bien, me réconforterait dans mon plan haussier pour aller chercher les 30, puis les 35. Le pétrole maintenant. Le Brent qui accélère, hein. Comme je vous le disais hier, on est sorti du triangle, on a eu la réunion de l'OPEP hier. Poursuite de la hausse, je reste haussier sur le pétrole. Pour l'instant, direction 72, puis 75. Et je crois que l'objectif théorique est aux alentours des 80 même, il me semble. Hop, on a un gros niveau, voilà, juste ici, par là, les 80-50. Si je prends les mèches, on a une belle zone de prix. Voilà, à peu près par là, par les 79-80. Donc, haussier sur le pétrole. Comme je vous l'expliquais dans la partie macro, l'indice Bloomberg continue d'inscrire, poursuit son rallye haussier. Ça se confirme avec le pétrole. On consolidait quand même depuis bientôt 2-3 mois sous cette résistance, sortie du triangle par le haut. Pourquoi pas espérer un pullback? Mais je vise 72,50 et 75,59. L'objectif théorique des 80 à prendre avec des pincettes, pourquoi pas? Je n'exclus pas ce scénario. Ça me paraît un peu ambitieux. Déjà que je trouve que le pétrole reste quand même assez cher, mais quand même sur des niveaux assez élevés par rapport à la conjoncture économique actuelle. Mais face à cette poussée des prix,
le niveau des 80 est tout à fait atteignable. Pour ma part, je vise dans un premier temps plutôt les 75, 50 sur le pétrole. En donné 4 heures, est-ce qu'on a quelques informations? Donc on est venu faire le pullback finalement ici, et là on repart, donc les acheteurs gardent la main, et même constat sur le light. Light, même chose, hein, sortie de triangle, de toute façon c'est un copier-coller du Brent. On a eu la sortie de triangle un peu plus tôt sur le light. Là on bulle sur notre résistance. D'ailleurs, pourquoi je n'ai pas sauvegardé mes résistances? Tac, à peu près par là. J'essaierai de retravailler mes zones correctement pour demain. Mais encore une fois, si on reporte l'objectif théorique, ça nous donne un niveau assez haut, les 76,50. Pareil, objectif assez ambitieux. Pour ma part, je verrai plutôt dans un premier temps, là on bute sur la première résistance, si on la break, direction les 72,90 sur le break, reprise de la dynamique haussière. Pour terminer, le Bitcoin. Qui se stabilise toujours, hein, pour avoir fait un peu une étude graphique hier sur toutes les unités de temps en vous montrant les données mensuelles, hebdomadaires et daily pour vous dire que le niveau des 33 850 correspond à un énorme niveau technique, retracement des 50% de la dernière vague de hausse depuis le crack du Covid, plaque June mensuel. Et ça fait déjà pas mal de points chauds sur le BTC. Derrière cette divergence ici que le marché a validée, bon, on n'a pas la reprise espérée qui devrait logiquement nous amener aux 44 850, mais en tout cas, ça marque une fin de baisse. Elle n'est pas invalidée. Pour ma part, je considérais qu'on a une invalidation de divergence si on repart sous les 33 000. Et pour l'instant, je reste haussier en fait sur le BTC. Je m'attends du moins à une reprise haussière en direction des 44 800. C'est mon objectif. Je pense que le point bas a été fait, que le pire n'est pas certain. Peut-être que je me trompe, mais quand je vois la dynamique des prix, j'ai le sentiment qu'on a un creux de marché à court terme juste ici. Derrière, il faudra surveiller ce triangle. Et c'est lui qui va nous donner le tempo pour la suite et qui va aussi donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Voilà, magnifique triangle symétrique de consolidation. Donc certains partent du principe que la sortie va se faire par le bas, car oui, je suis d'accord. J'en ai discuté avec certains sur Twitter en me disant le mouvement vient du haut, donc c'est une phase de consolidation, on devrait avoir une sortie par le bas. Effectivement, selon les probabilités, ce serait une phase de consolidation pour une reprise de la dynamique baissière. Néanmoins, comme expliqué dans la vidéo hier, vu tous les niveaux de support et de gros niveaux de support qu'on a, que ce soit via Fibo, via Ichimoku, via les prix, via la divergence haussière, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un triangle de consolidation qui va nous amener à une reprise haussière. Pas forcément une reprise en V-bottom, mais en tout cas un rebond du BTC. Mon objectif, ça reste les 44 800. Donc, je surveille, comme vous, la sortie de ce triangle dans les prochains jours qui devrait logiquement nous donner un peu plus de visibilité. Donc, cassure des 38 500, objectif 44 850. Par contre, si on enfonce les 33 850, là, ce serait vraiment pas bon du tout. On a un dernier gros niveau à 29 800, mais j'estime que la configuration technique à moyen terme
commencerait sérieusement à se dégrader et qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Et oui, l'autre élément aussi intéressant, c'était, j'ai oublié, en log, notre fameuse oblique qui passe par tous les plus bas. Juste ici. Tac. Voilà. Donc pour moi, le gros niveau, c'est les 33 000. Et si on passe et qu'on clôture là-dessous, là, j'ai le sentiment que les vendeurs vont prendre l'ascendant psychologique tout simplement et qu'on pourra avoir une correction plus profonde. Donc on fera le point aussi dans les jours à venir. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc demain pour faire un point complet sur les marchés.